Bonjour et bienvenue dans le bilan de mes lectures du mois de novembre. Au programme ce mois-ci, 7 lectures, 2 romans contemporains, 2 classiques, 2 essais et un livre un petit peu hybride. J'espère que ça ne vous dérangera pas qu'il y ait peu de romans. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Alors pour commencer, j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2 semaines l'écrivain Sorge Chalandon et j'ai pu apprécier sa simplicité, son engagement, son humour même et surtout son récit de vie absolument bouleversant. Il présentait son dernier roman, Le Livre de Kels, que du coup je me suis procuré et que j'ai donc lu et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. De lui, j'avais lu Le Quatrième Mur, Enfant de salaud, Retour à Killy Beggs et Le Jour d'après. À part quelques exceptions, ces livres sont majoritairement quand même très autobiographiques. C'est quelque chose d'ailleurs qu'il souhaite arrêter, mais j'apprécie toujours, quoi qu'il en soit, dans ses écrits, sa verve, son humanisme aussi, et je constate, comme beaucoup d'autres j'imagine, qu'il a tout de même un passé très très lourd. Dans le livre de Kels, il revient sur les événements qui lui sont arrivés lorsqu'il avait 17 ans et qu'il a quitté le domicile familial, fuyant son père absolument odieux, bref, qui n'était plus tolérable. En fuyant Lyon, donc, et son domicile, il s'est retrouvé à Paris et surtout à la rue. Il s'est rebaptisé Kels, donc son nom de la rue, et on découvre ainsi son passé, son expérience de SDF pendant des mois. Et Sorge Chalandon relate avec vraiment une grande vivacité ses souvenirs qui sont, à mon sens, très intéressants parce que c'est un témoignage qui est assez rare au final, je trouve, de retrouver un tel sujet vécu, écrit de cette manière, avec une écriture de cette qualité. Et puis, un petit peu comme dans une deuxième partie, Sorge Chalandon raconte ce qu'il a sauvé de la rue. Et c'est un groupe de maoïstes, la gauche prolétarienne, qui s'est intéressé à son cas et qui l'a sauvé. Donc il a rallié la cause. Mais son engagement, tout de même plutôt violent, s'est arrêté le jour où il a rejoint le tout nouveau journal peu connu à l'époque Libération et qu'il est devenu journaliste. Et c'est ainsi que le livre se termine. J'ai trouvé vraiment le tout très très intéressant, que ce soit la partie sur la vie à la rue, comme la partie sur les maoïstes, tout ça historiquement c'est quand même passionnant. Donc je dirais que c'est un roman fort, instructif, accessible aussi, et une très bonne découverte. Maintenant, changeons complètement de style. Le thriller Dans ton silence d'Alex Michaelides est devenu un incontournable, mais il m'avait laissé plus que partagé à l'époque. C'était clairement passionnant, addictif, prenant. Donc l'histoire d'un psychothérapeute qui va traiter une patiente traumatisée qui ne parle plus dans un hôpital psychiatrique. Et j'avais apprécié énormément les connaissances poussées de l'auteur en matière de psychologie et aussi l'intensité qu'il avait réussi à créer, le suspense qu'il avait réussi à mettre en place. C'était vraiment des choses pour moi réussies. Mais pourtant la fin m'avait paru tellement maladroite, tellement invraisemblable que malgré tout l'intérêt que j'avais eu pour le livre, je ne pouvais vraiment pas dire que je l'avais aimé. Et en cette période automnale, je me suis tout de même replongée dans un roman de l'auteur, malgré mes réserves, Les Muses, parce que le cadre du récit me tentait grandement. Donc c'est du Dark Academia. Si vous ne savez pas ce que c'est que ce genre, prenez un contexte académique, donc une université élitiste, au charme bien particulier, architectural, intellectuel, etc. Donc ici c'est Cambridge. Prenez des meurtres, ici en série, et prenez des personnages torturés. Donc ici l'héroïne du roman qui est encore une psychothérapeute
marqué par la mort de son compagnon et qui va soutenir sa nièce à Cambridge puisqu'il y a des meurtres qui sont en train de sévir. Donc ces meurtres, en fait, ce sont des femmes assassinées, des femmes, des étudiantes qui ont toute la particularité d'être absolument fanatiques de leur professeur de grec ancien et qui sont surnommées les muses. Ce professeur d'ailleurs est quelque peu malsain. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'enquête, j'ai adoré les aspects psychologiques, encore une fois. Même si je repérais quelques maladresses. Mais malheureusement, comme pour Dans ton silence, les événements, les révélations finales sont tellement tirées par les cheveux, tellement abracadabrantesques, improbables, que encore une fois, je suis tiraillée dans mon jugement, voire complètement frustrée. Vraiment, la fin ne pas du tout convenu. Donc, encore une fois, je ne sais pas trop qu'en dire puisque j'ai dévoré le roman, mais à la fin, je ne pouvais encore une fois pas dire que j'avais aimé. Passons au classique. J'ai lu L'éducation sentimentale de Flaubert. Donc, très différent tout de même de son excellent Madame Bovary. Ici, l'écrivain nous emmène en plein Paris au XIXe siècle. Il est question d'un jeune homme, le jeune Frédéric, qui va se prendre de passion pour une femme mariée, Madame Arnoux. Il est très idéaliste, mais toutefois marqué par un contexte très bourgeois et très masculin, dont il va finalement petit à petit de plus en plus partager les codes et les choix de vie. Et ainsi, malgré cet attachement pour Madame Arnoux qui va en fait durer toute sa vie, il va enchaîner, voire même superposer les maîtresses, jusqu'à vraiment se perdre dans le mensonge, et je pourrais dire même tout simplement se perdre lui-même. Frédéric est aussi contemporain de la Révolution de 1848 et de la naissance de la Deuxième République. Malgré les événements politiques de l'époque, malgré ses prétentions à lui politiques aussi, c'est finalement ses relations avec des femmes qui vont l'occuper absolument tout le temps et qui nous préoccupent aussi donc dans ce roman. Flaubert nous présente donc un portrait plutôt dramatique d'un parcours sentimental qui peut, je pense, encore faire écho à des hommes aujourd'hui. Il dissémine également plusieurs piques tout de même contre la bourgeoisie, critiquant cette obsession de l'argent, du statut et évoquant finalement une certaine perte d'humanité. Le livre est très prenant, évidemment très bien écrit et je pense réellement que c'est un incontournable. On m'a chaudement conseillé et offert un classique de la littérature italienne que je ne connaissais pas du tout, paru en 1945, Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Ce roman est vraiment étonnant. L'intrigue est relativement morose. On suit la vie d'un jeune soldat qui rejoint un fort éloigné entre désert et montagne, qui n'a jamais été attaqué et où le temps passe et il ne se passe presque absolument rien. Bon, en réalité, il se passe quand même certaines choses et c'est sans compter sur le talent, l'excellente écriture de l'auteur, de Buzzati, et les réflexions aussi qui se cachent derrière ce récit. Et au final, j'ai été captivée. J'y ai vu des réflexions sur le temps qui passe, sur l'attente, sur la routine, sur l'armée aussi bien sûr, et aussi l'absurdité. La fin est particulièrement réussie, j'ai trouvé, pour parfaire ce tableau. Un tableau qui n'est pas sans rappeler une certaine actualité d'ailleurs, je pense. Après, oui voilà, je pense que c'est un roman qui se lit très bien encore aujourd'hui. Donc un classique que je recommande, vraiment. Car derrière ce vide apparent se cache en réalité un bijou sur l'humain, l'humanité et la vie. J'ai lu pour la première fois une sorte d'essai de Titiou Lecoq, réputé pour ses essais féministes, qui dans La vie ressemble à ça, alors il y a un sous-titre, Ce que j'ai appris et compris jusqu'ici,
Elle a choisi de nous proposer une série de petits textes, parfois même juste une phrase ou un court paragraphe, sur des sujets complètement variés. L'idée de Titu Lecoq était de rassembler dans un carnet plein de choses utiles pour vivre. Alors c'est parfois très matériel et parfois aussi philosophique. En tout cas, il nous présente le tout avec beaucoup d'efficacité et de simplicité, j'ai trouvé. On retrouve sans surprise beaucoup de textes à propos des violences faites aux femmes, mais aussi d'autres abordent la question de la parentalité et d'autres même la façon de tenir une maison. Le livre est plutôt court. En tout cas, j'ai trouvé qu'il se lisait avec intérêt et je peux dire que j'ai bien aimé. Alors, deux sociologues se sont intéressés au phénomène assez incroyable de la new romance aujourd'hui et ils ont fait un livre paru cette année qui s'intitule New Romance, anatomie d'un phénomène éditorial. Et donc ces deux sociologues sont Adeline Fleury-Moncler et Louis Gabriciac. Cet essai de sociologie n'est pas uniquement à destination de sociologues ou de sociologues en devenir. Il est en réalité aussi écrit à l'attention de personnes des métiers du livre, de parentes, de parents, de lectrices, destiné aussi aux lectrices elles-mêmes, donc il reste accessible. Et on découvre ainsi donc les chiffres monstrueux du succès de la new romance, la dark romance, la romantaisie, etc. de ces dernières années. C'est aussi l'occasion d'analyser le processus de création de ce type de littérature assez original au final, et de constater que son contenu est très stéréotypé, vraiment au schéma très établi, et pour ensuite constater que ce phénomène est un révélateur autant social que littéraire, bien qu'il soit très décrié. Donc on découvre notamment, peut-être sans trop de surprise, que 99% de new romances sont des lectrices, que beaucoup aussi jugent le contenu de ces livres malsain, voire même dangereux, surtout concernant la dark romance. Et je trouve ça intéressant d'aborder ces aspects avec des auteurs qui restent neutres, puisque ce sont des sociologues qui analysent les faits sans prendre parti. Pour ma part, cette littérature ne m'intéresse pas du tout, voire me fait hausser les yeux au ciel, mais en tant que bibliothécaire, puisque c'est mon métier, je ne pouvais pas passer à côté de cet engouement. Et j'ai trouvé ça très intéressant au final de lire ce travail pertinent sur le sujet, tout en restant un minimum respectueux d'une littérature qui divertit tout de même beaucoup de gens. Donc plein d'infos pour celles et ceux qui se demandent un petit peu ce que c'est, mais aussi l'occasion de réfléchir à ces lectures pour les lectrices concernées. En tout cas, moi, je recommande. Et pour terminer, on change totalement de type de littérature avec un livre, comme je disais, plutôt hybride. Vous connaissez mon intérêt pour Rainer Maria Rilke et donc vous comprendrez bien que je n'ai pas pu résister à me procurer un petit livre qui vient de sortir chez les Belles Lettres qui s'intitule « Il n'y a pas de plus grande force que l'amour ». Donc dans ce livre, on y trouve plein de choses et des choses très variées. Et on débute avec des écrits de Rilke type essai sur justement l'amour. Et vraiment, j'ai été extrêmement touchée par sa philosophie. Pour lui, donc, comme indiqué dans le titre, l'amour profond est une force incroyable et il déplore d'ailleurs ceux qui confondent amour et divertissement, entre autres choses. Bon, il y a plein d'autres choses à retenir de cette partie essai, mais je dirais que c'est quand même le message qui, moi, m'a le plus marqué. Il écrit avec vraiment une certaine puissance, magnifiquement ses pensées, ses valeurs. Mais ce recueil ne s'arrête pas là. On peut y trouver aussi également des informations sur les femmes qu'il a aimées et des lettres ainsi que des poèmes qu'il a écrits. J'ai été vraiment très très émue par cette lecture, vraiment. Et donc évidemment, je ne peux que la recommander. Voilà pour ces lectures qui m'ont bien intéressée, voire même bien touchée, comme le Rilke dont je vous parlais.
Pour le mois prochain, je pense lire davantage de romans. Et d'ailleurs, je reste toujours très intéressée par vos suggestions, donc vraiment n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous remercie d'être toujours là au rendez-vous et je vous dis à dans un mois.